L'avion avait atterri à 7h20 du soir sur le tarmac illuminé de l'aéroport Charles de Gaulle. Nicolas Delcourt, élégant dans un manteau de laine noire, descendit de la passerelle privée sans grande attention pour les autres passagers. Sa démarche, aussi assurée que silencieuse, reflétait l'image d'un homme que l'Europe entière connaissait. À 39 ans, il était l'un des entrepreneurs les plus riches et influents du continent, héritier d'un empire hôtelier bâti par son grand-père et triplé en valeur sous sa propre direction. Mais derrière les articles de magazines, les conférences exclusives et les sifflements d'admiration, il y avait une douleur silencieuse qui le poursuivait. Camille. Camille, sa femme, son amour de jeunesse. La femme qu'il avait rencontrée, à 25 ans et épousée 2 ans plus tard, s'était éteinte brutalement à l'âge de 27 ans. Un accident de voiture, une nuit de pluie, une courbe mal prise sur une autoroute bordée de pins. Depuis ce jour, Nicolas n'avait plus jamais été le même. Il vivait, il travaillait, il construisait. Mais l'homme qu'il était avant avait disparu dans cette collision, quelque part entre les vitres brisées et le bruit sourd des pneus éclatés. Ce soir-là, après une conférence sur le futur du tourisme durable en Suisse, il avait décidé de rentrer seul. Son chauffeur l'attendait dans le terminal principal, tandis qu'il traversait le hall bondé, les yeux fatigués par les néons. Quelque chose, ou plutôt quelqu'un, le figea sur place. Assise entre 2 colonnes de béton, entourée de sacs en plastique et de silhouettes allongées, sous des couvertures sales, une femme le regardait. Elle ne bougeait pas. Son visage, à moitié dissimulé par une capuche usée, semblait émerger de l'ombre comme une apparition. Mais ce n'était pas une inconnue. C'était elle. Il ne pensait pas. Il ne respirait plus. Chaque cellule de son corps refusait la logique. Son cœur accéléra violemment. Il cligna des yeux, persuadé d'avoir mal vu. Mais non. Cette femme, assise parmi les sans-abri, avait exactement le visage de Camille. La même courbe douce du menton, les pommettes hautes, la bouche fine et surtout les yeux. Ces yeux-là, il les aurait reconnus dans n'importe quel siècle, n'importe quelle vie. Le choc fut tel que ses jambes tremblèrent. Il dut se tenir à une des piliers pour ne pas tomber. Autour de lui, les passagers passaient, indifférents. Les annonces de départ se succédaient en plusieurs langues. Une mère appelait son enfant. Un touriste râlait pour une valise égarée, et lui, figé dans un moment qui n'avait plus rien de réel. Il tenta de s'avancer, de s'approcher, mais quelque chose en lui hésitait. Une peur viscérale, une crainte d'être fou, ou pire, d'avoir raison. La femme détourna le regard, un geste minuscule, presque imperceptible. Elle se leva, lentement, ramassant son sac plastique. Et avant qu'il ne puisse dire un mot, elle disparut dans la marée humaine. Nicolas resta là, paralysé, le souffle court. Le hall avait retrouvé sa normalité. Rien n'avait changé, sauf lui. Dans son esprit, une seule pensée tournait en boucle, oppressante, impossible. Et si Camille n'était pas morte? Le lendemain matin, Nicolas Delcourt ouvrit les yeux sans vraiment se souvenir d'avoir dormi. Les images de la veille tournaient en boucle dans son esprit comme un film sans fin. Ce visage, ce regard, cette manière de rester immobile en plein chaos. Il n'y avait aucune logique. Et pourtant, il ne pouvait pas oublier. Il n'avait jamais cru aux fantômes. Mais cette femme n'était pas une illusion. Il l'avait vue, aussi réelle que les murs de son appartement haussmannien. Et maintenant, elle était tout ce à quoi il pouvait penser. À 9 heures, il était de retour à l'aéroport. Pas pour un vol, pas pour un rendez-vous, juste pour comprendre. Le hall du terminal était aussi animé que la veille. Valises qui roulaient, passagers pressés, enfants qui couraient. Mais Nicolas ne regardait rien de tout cela. Il cherchait. Il fouillait chaque visage, chaque silhouette recroquevillée, près des murs, chaque groupe de sans-abri entassé derrière les zones de transit. Rien. Il retourna le lendemain, puis le surlendemain, toujours à la même heure, toujours avec le même espoir fou. Il engagea des agents de sécurité privés, demanda l'accès aux caméras de surveillance, soudoya des responsables du nettoyage pour obtenir des images. Il se comportait comme un homme possédé, incapable de se raisonner. À ceux qui l'interrogeaient, il disait qu'il cherchait une sans-abri avec qui il avait eu une interaction troublante. Mais au fond de lui, il savait que c'était bien plus que cela. Le 4e jour, il croisa une femme de ménage qui travaillait depuis plus de 15 ans dans ce terminal. Une petite dame ronde,
au sourire timide qui accepta de parler en échange d'un café chaud. Elle hocha lentement la tête quand il lui montra une esquisse faite de mémoire par un graphiste privé, le visage de Camille, avec les traits légèrement modifiés pour tenir compte du temps. « Je la connais », murmura-t-elle. « On l'appelle Élise. » Nicolas sentit son cœur bondir dans sa poitrine. Elle vient ici parfois, pas tous les jours, mais souvent. Elle ne parle à personne. Elle reste là, assise. Parfois elle regarde les avions par la vitre, comme si elle attendait quelque chose. Vous savez où elle dort? Non, elle disparaît, toujours seule. Elle ne veut pas qu'on l'aide. Elle dit qu'elle n'a besoin de rien. Élise. Ce nom ne voulait rien dire pour lui. Mais c'était un début, un point fixe dans un labyrinthe d'incertitudes. Nicolas remercia la femme et promit une généreuse prime si elle revoyait Élise et la prévenait discrètement. Puis il retourna à son appartement, vidé, le cœur battant trop fort. Il passa la nuit à revoir les vidéos de Camille, leur mariage, leur premier réveillon, les vacances à Santorin. Il comparait image par image chaque sourire, chaque regard. Ce n'était pas seulement une ressemblance, c'était elle. Les doutes le déchiraient, mais une certitude grandissait en lui, violente et irrationnelle. Camille était vivante. Et si c'était vrai, si elle avait survécu, si elle ne se souvenait pas, si elle s'appelait désormais Élise, errant, dans un monde parallèle au sien, sans passé, sans futur. Ce soir-là, en se couchant, il comprit que sa vie venait de basculer à nouveau. Pas à cause d'un drame cette fois, mais à cause d'un miracle cruel. Une seconde chance, peut-être, ou une nouvelle douleur à venir. Nicolas Delcourt n'avait jamais attendu aussi intensément. Chaque matin, il se levait avec le même vertige. Aujourd'hui, peut-être, il la reverrait. Il passait des heures dans le terminal, vêtu avec discrétion, les yeux toujours en mouvement. Le monde autour de lui continuait de tourner. Passagers, annonces de vol, rumeurs de départ. Mais lui, il cherchait un fantôme. Non pas une illusion, mais un éclat du passé revenu à la vie. La femme de ménage revint vers lui une semaine plus tard, l'air troublé. Elle lui expliqua qu'elle avait croisé Élise 2 jours de suite, toujours dans la même zone, près des portes d'embarquement internationales. Elle ne restait jamais longtemps, disparaissait dès que quelqu'un s'approchait trop. Elle semblait méfiante, distante, presque sauvage. Avec l'accord de quelques responsables du service de sécurité et l'appui discret d'un ancien ami du ministère de l'Intérieur, Nicolas put accéder à certaines caméras. Il passa des heures enfermé dans une salle grise du sous-sol de l'aéroport, examinant les enregistrements des jours précédents. Et soudain, elle apparut à l'écran. Élise, assise, les genoux ramenés contre elle, le regard perdu dans le vide. Les images étaient en noir et blanc, granuleuses, mais il n'avait aucun doute. Il revit ce profil qu'il connaissait par cœur, la manière dont elle croisait les bras, la posture tendue des épaules. À un moment, elle tourna légèrement la tête vers la caméra et son cœur s'arrêta. C'était le regard de Camille. Plus dur, plus brisé, mais identique. Il lança une enquête discrète, paya des détectives privés, interrogea les services sociaux de la ville. Après quelques jours, une piste surgit. Une certaine Élise aurait été vue régulièrement dans les alentours de la station de métro Belleville, fréquentant des lieux d'accueil de nuit. Les témoignages étaient flous, parfois contradictoires. Personne ne connaissait son nom de famille. Elle parlait peu, évitait les autres, refusait toute aide administrative. Toujours seule, toujours fuyante. Une assistante sociale accepta de rencontrer Nicolas. Elle travaillait dans un centre d'accueil temporaire et se souvenait d'Élise. Elle parla d'une femme silencieuse, presque invisible, qui apparaissait puis disparaissait sans prévenir. Son dossier était vide. Pas de papier, pas d'adresse, rien. Mais elle se souvenait d'un détail troublant. Elle murmure souvent un prénom, dit-elle, quand elle a peur, quand elle pleure. Toujours le même, Nico. Nicolas sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine. Il ne dit rien, il n'osa pas respirer. Je ne sais pas qui c'est. Peut-être un frère, un mari, une illusion. Qui sait? Ce monde est rempli de blessures qu'on ne comprend pas. Il sortit du centre sans parler, l'esprit noyé dans une confusion insupportable. Tout cela ne pouvait pas être une coïncidence. Camille, Élise, les mêmes traits, les mêmes gestes. Et maintenant ce murmure, ce prénom qu'elle ne pouvait pas inventer. Il revint à l'aéroport, encore et encore. Chaque jour, il s'asseyait parmi les passagers, les voyageurs, les silhouettes anonymes.
Il attendait. Il espérait. Un soir, à la fermeture d'un couloir d'embarquement, il crut l'apercevoir, longeant un mur de béton comme une ombre. Il se leva brusquement, mais elle avait déjà disparu. Il était désormais certain d'une chose, ce n'était pas un hasard, ce n'était pas une illusion. Camille était vivante. Il ne savait pas comment. Il ne savait pas pourquoi. Mais il devait la retrouver. Il devait savoir la vérité, même si cela signifiait affronter des abîmes plus profonds que ceux de la mort. La nuit tombait sur Paris avec une lenteur étrange ce jeudi-là. Un vent froid balayait les trottoirs de Belleville, faisant claquer les bâches des échoppes fermées et les volets métalliques des boutiques abandonnées. Nicolas Delcourt attendait, silencieux, dans une ruelle attenante au centre d'accueil. Il avait pris soin de ne pas se faire remarquer, vêtu simplement, une écharpe remontée jusqu'au nez, les mains dans les poches de son manteau. Cela faisait 2 semaines qu'il venait ici tous les soirs, guettant la silhouette qui hantait désormais ses jours et ses nuits. À 21h30, elle apparut. Elle marchait lentement, tête baissée, portant un sac cabas élimé contre la poitrine. Sa démarche semblait hésitante, comme si chaque pas pesait trop lourd pour ses jambes frêles. Nicolas sentit son cœur accélérer. C'était elle, Camille, ou Élise, ou ce qu'il restait d'elle. Peu importait le nom, elle était là. Il attendit qu'elle passe devant lui, puis, rassemblant tout son courage, il fit un pas en avant. « Camille ?» La femme sursauta, se retourna brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent, emplis de peur, de confusion. Elle recula d'un pas, prête à fuir. « Non, je suis... Élise. Vous vous trompez. » Sa voix, ce timbre. Nicolas sentit ses jambes vaciller. Il l'avait tant entendue dans ses souvenirs, dans ses cauchemars, dans ses rêves. C'était sa voix. Plus rauque, plus cassée, mais c'était elle. « Je vous en prie, écoutez-moi. Je ne veux pas vous faire de mal. » Elle secoua la tête. « Je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je vous connais, dit-il doucement. Depuis longtemps, trop longtemps. » Il sortit lentement une vieille photographie de son manteau. C'était une image d'eux deux, sur une plage, riant sous un parasol. Elle la regarda un instant. Son expression se durcit. « Ce n'est pas moi. » Et elle se détourna, reprenant sa route à pas rapide. Nicolas resta là, figé, incapable de la suivre. Elle était partie, mais cette fois elle lui avait parlé. Et cette voix ne mentait pas. Dans les jours qui suivirent, il la suivit à distance. Non pas comme un traqueur, mais comme un veilleur. Il voulait comprendre, savoir où elle allait, ce qu'elle faisait. Il découvrit qu'elle passait la journée dans les rues du 11e arrondissement, qu'elle se réfugiait souvent dans une petite bibliothèque municipale où elle lisait en silence, à l'écart. Il vit aussi qu'elle avait des gestes étrangement familiers, la manière de replacer une mèche derrière l'oreille, de frotter ses doigts quand elle était nerveuse, de fixer les vitrines sans vraiment les voir. Des gestes que Camille faisait, toujours. Un soir, elle s'arrêta devant une vitrine de restaurant. Il l'observait de l'autre côté de la rue. Elle posa la main contre la vitre, regarda les gens attablés. Il lut dans ses yeux une profonde tristesse, mais aussi une étincelle, comme un souvenir lointain, perdu entre 2 couches d'oubli. Il n'en pouvait plus. Il devait agir. Le lendemain, il déposa discrètement une carte avec son prénom, un numéro de téléphone et une simple phrase « Je ne veux rien de vous, je veux juste que vous soyez en sécurité. » Il la glissa dans son sac alors qu'elle dormait sur un banc. Elle ne l'appela pas, mais elle ne le repoussa plus lorsqu'il la croisait. Elle ne fuyait plus. Le silence de Camille, ou Élise, ne résonnait pas comme une absence mais comme un écho lourd de sens. Depuis leur premier échange, elle ne l'avait plus ignoré. Elle ne parlait pas, elle ne posait pas de questions, mais elle ne fuyait plus. Pour Nicolas, ce simple fait suffisait pour continuer. Chaque jour, il la retrouvait dans les rues de Belleville, parfois assise sur un banc, parfois accoudée à une rambarde, les yeux tournés vers un monde que lui seul semblait voir. Il ne l'interrogeait pas. Il se contentait d'être là. La nuit, seul dans son appartement, il se perdait dans les souvenirs. Il ouvrait des tiroirs jamais touchés depuis 7 ans. Des lettres, des journaux intimes, des albums photos, les images de leur mariage, des voyages, des Noëls partagés. Camille riait dans presque toutes les photos. Ce rire-là, il ne l'avait jamais retrouvé chez personne. Un soir,
En feuilletant un carnet de croquis qu'elle utilisait parfois, il tomba sur un dessin presque oublié. 2 oiseaux perchés sur un fil électrique, l'un regardant l'autre comme pour ne pas tomber. Le même motif était tatoué sur l'intérieur du poignet gauche de Camille. Il se souvint qu'elle l'avait fait quelques semaines avant l'accident, pour symboliser leur lien, leur dépendance douce et partagée. La main d'Élise portait ce tatouage. Foncé mais usé, comme estompé par le temps ou la douleur, il n'y avait plus de doute. Ce n'était pas une ressemblance, ce n'était pas une illusion. C'était elle. Il commença alors à remarquer les petits détails. Sa façon de marcher légèrement sur la pointe des pieds lorsqu'elle était pieds nus. Sa tendance à classer les objets par taille quand elle était stressée. Le mouvement inconscient de la main vers la nuque quand le vent soufflait trop fort. Autant de fragments, autant de preuves. Mais pourquoi ne se souvenait-elle pas? Pourquoi? Vivait-elle ainsi comme une âme effacée? Pourquoi personne ne l'avait retrouvée avant lui? Il rassembla les rapports de police, les articles de l'époque. Le soir de l'accident, Camille avait été déclarée morte sur la route départementale D467 à 22h20. Son véhicule était entièrement calciné. Le corps retrouvé dans la voiture avait été reconnu grâce aux papiers d'identité et à une alliance fondue. Il n'y avait pas eu d'autopsie complète, pas de test ADN. Personne n'avait remis en question le drame, personne n'avait douté. Il avait fait ce que l'on fait face à l'insoutenable. Il avait cru. Et il avait enterré ce qu'on lui disait être Camille. Mais maintenant, il savait. Elle n'était pas morte. Elle avait disparu. Et quelque chose ou quelqu'un l'avait effacée. Il repensa à cette phrase que la femme de ménage de l'aéroport lui avait dite. « Elle ne veut rien. Elle regarde les avions. » Comme si elle attendait un départ, un retour, un signe. Un soir de pluie, il la trouva recroquevillée sous un auvent d'immeuble. Il lui tendit une couverture. Elle la prit sans un mot. Mais cette fois, ses doigts touchèrent les siens. Et il y eut quelque chose, une vibration, un frisson partagé. Elle releva légèrement la tête, le regard flou, comme si quelque chose en elle s'éveillait doucement. « Vous êtes toujours là », murmura-t-elle. Il hocha la tête. Elle le fixa longuement, puis referma les yeux. Ce soir-là, Nicolas ne dormit pas. Un souvenir lui revint brutalement. Un après-midi d'automne, des années plus tôt, Camille, les yeux fermés dans un parc, lui disant en souriant « Si un jour, je me perds, promets-moi de me retrouver même si je ne me souviens plus de toi. » Il ne savait pas alors que cette promesse deviendrait toute sa vie. L'automne s'enfonçait dans le froid. Les feuilles mortes tapissaient les trottoirs de Belleville, et la pluie, fine et incessante, rendait les nuits plus dures pour ceux qui n'avaient nulle part où aller. Élise continuait d'errer, mais elle n'était plus totalement seule. Nicolas la suivait, l'accompagnait à distance, trouvait 1000 prétextes pour apparaître sans l'étouffer. Elle ne parlait presque pas, mais elle acceptait ses gestes. Une boisson chaude, un parapluie, un manteau qu'elle ne rendait pas. Un matin, il décida d'aller plus loin. Il retrouva l'assistante sociale qu'il avait mentionnée la première fois et lui demanda un entretien confidentiel. La femme hésita, mais devant l'intensité de son regard, elle accepta de partager ce qu'elle savait. Elle est arrivée ici pour la première fois il y a 2 ans. On ne savait rien d'elle. Pas de papier, pas d'histoire, seulement des silences et des regards fuyants. Elle était cassée. Cassée comment? Demanda Nicolas. Pas physiquement, mentalement. Elle parlait parfois seule. Elle faisait des cauchemars. Une nuit, elle a crié dans son sommeil un seul mot, ou plutôt un nom. Nico. Plusieurs fois. Il serra les poings, les yeux fermés. Elle se souvenait. Peut-être pas clairement, mais ce nom était une fissure dans l'amnésie, une ouverture dans le mur. Elle n'a jamais parlé de sa vie d'avant, de souvenirs, de famille. Rien, elle évite tout ce qui ressemble à une question. Elle a des réflexes comme si elle avait été élevée dans un environnement éduqué. Elle lit bien. Elle parle avec soin, mais elle refuse toute reconstruction. Dès qu'on insiste, elle disparaît pendant des jours, comme si elle avait peur de se rappeler. Nicolas resta silencieux un moment. Il sentait que tout en elle criait pour se protéger. Il comprenait aussi que forcer ne servait à rien. Camille n'était pas morte. Elle était enfermée quelque part dans cette femme fatiguée, cachée derrière les décombres d'un passé effacé. Il fallait du temps et de la patience. Cette nuit-là, il la suivit discrètement jusqu'à un petit abri municipal, non loin de la rue de Belleville. Elle y entra sans hâte. Après quelques minutes,
Il décida d'attendre à l'extérieur, peut-être pour la protéger, peut-être simplement pour ne pas s'éloigner. Au bout d'une heure, une autre femme sortit, une bénévole. Elle le vit et s'approcha. « Vous êtes celui qui vient souvent, non? Celui qu'elle regarde sans parler. » Il acquiesça, hésitant. « Je ne sais pas qui elle est, » reprit la bénévole, « mais elle a quelque chose de particulier. Un jour, elle a aidé une vieille dame à se relever. Elle l'a fait avec tant de douceur. C'était instinctif, naturel, comme quelqu'un qui a été aimé autrefois. »« Elle a été aimée ?» répondit Nicolas. Il retourna chez lui hanté. Le lendemain, il décida de changer de stratégie. Il loua un petit appartement meublé dans une rue discrète, à quelques pâtés de maisons du centre. Un endroit simple, propre, avec une lumière douce et une chambre calme. Puis il la retrouva, au même endroit que la veille. « Élise, dit-il avec précaution, j'ai un endroit, rien de plus, pas de questions, pas d'attente, si tu veux, juste pour dormir, en sécurité. » Elle ne répondit pas tout de suite. Il vit dans ses yeux la lutte entre la peur et la fatigue. Elle regarda la clé qu'il lui tendait. Un silence épais s'installa. Puis lentement, elle tendit la main. « Je veux bien essayer, mais tu ne viens pas avec moi. Je ne viendrai pas. Et tu ne me demandes rien. » « Rien. » Elle prit la clé. Ce soir-là, Nicolas la suivit à distance, jusqu'à la porte. De l'immeuble, elle entra, s'arrêta un instant dans le hall, comme si elle respirait un air oublié. Puis elle disparut dans l'escalier, et pour la première fois depuis 7 ans, elle dormit dans un lit. Le petit appartement de la rue Saint-Maur était modeste mais accueillant. Nicolas avait choisi chaque élément avec soin. Une lampe de chevet à lumière chaude, des draps en coton propre, une bouilloire avec des sachets de thé et un miroir au cadre discret. Rien de clinquant, rien qui rappelle les suites de luxe. Ou les couloirs marbrés de ces hôtels. Cet endroit n'était pas un refuge de fortune, mais un espace neutre, presque hors du temps, où Camille ou Élise pourraient enfin respirer sans crainte. Elle y passa la première nuit sans incident. Pas de fuite, pas de rejet. Juste un silence respecté. Nicolas ne tenta aucun contact. Il se contenta de passer chaque matin et chaque soir pour déposer quelques provisions devant la porte. Fruits, pain frais, savon, un pull en laine douce. Rien d'intrusif. Il ne sonnait jamais, mais il écoutait. Et parfois, il entendait des pas derrière la porte. Des pas prudents, réels. Les jours passèrent ainsi, rythmés par une proximité silencieuse. Puis un matin, alors qu'il déposait un sac de courses, la porte s'entr'ouvrit doucement. Elle apparut, les traits tirés mais propres, les cheveux lavés, une chemise trop large sur ses épaules maigres. « Merci », dit-elle simplement avant de refermer. C'était la première fois qu'elle le regardait sans crainte. Il sentit une émotion violente monter dans sa gorge qu'il refoula d'un souffle. Il répondit par un simple hochement de tête, les yeux brillants. Dans les jours suivants, des signes de changement apparurent. Elle laissa une tasse sale sur l'évier, une chaise déplacée, une couverture pliée différemment, comme si elle s'autorisait peu à peu à exister dans cet espace. Nicolas continua d'observer sans intervenir. Il engagea une psychologue spécialisée en trauma profond qui lui donna des conseils sur les réactions possibles, les gestes à éviter, les signes à surveiller. « Ce qu'elle traverse, lui dit-elle, ce n'est pas seulement une amnésie, c'est une dissociation. Elle a dû à un moment choisir l'oubli pour survivre. Une nuit, une averse violente s'abattit sur Paris. Le tonnerre gronda, les éclairs zébrèrent le ciel. Nicolas fut réveillé par un appel à 1h du matin. C'était elle. « Je ne peux pas rester seul ce soir. » Sa voix tremblait. Il enfila un manteau, courut jusqu'à l'appartement. Lorsqu'elle ouvrit, elle était recroquevillée dans un coin du salon, les mains sur les oreilles, le regard perdu. Il ne dit rien. Il s'assit à distance sans la toucher. Simplement là, présent. Pendant 2 heures, ils ne parlèrent pas. Puis elle s'endormit, roulée sur le canapé, les épaules encore secouées par des spasmes invisibles. À partir de cette nuit-là, quelque chose changea. Elle ne refusa plus sa présence. Elle ne l'invita pas non plus, mais elle accepta. Certains soirs, ils prenèrent le thé en silence. Elle mangeait lentement, avec méfiance, puis s'asseyait au sol, contre le mur, comme une enfant qui découvre la stabilité. Il remarqua un jour qu'elle organisait les couverts dans le tiroir, exactement comme Camille le faisait. Les fourchettes par taille, les cuillères inclinées à gauche,
les couteaux toujours à l'envers. Ce détail, si banal, le frappa comme une évidence. Il se leva, la gorge serrée, et quitta la pièce pour ne pas l'effrayer. Elle ne sembla pas remarquer. Petit à petit, elle reprenait forme. Il commença alors à lui parler de souvenirs, des choses légères, une chanson qu'elle aimait, une expression qu'elle disait souvent, une recette qu'elle préparait. Elle ne réagissait pas toujours, mais parfois, elle levait les yeux, clignait des paupières, fronçait les sourcils. Des éclats. « Je sens parfois des choses familières, dit-elle un soir, comme un parfum, un son. Et puis ça disparaît. C'est normal, répondit-il doucement. Rien ne revient tout d'un coup. Tu peux prendre le temps que tu veux. Tu crois que j'étais quelqu'un de bien? Je sais que tu l'étais. Elle ne répondit pas, mais un sourire presque imperceptible effleura ses lèvres. Il resta là, la regardant, le cœur battant avec lenteur. Pour la première fois depuis des années, il sentit que l'espoir n'était plus une illusion douloureuse. Il était devenu réel, fragile, mais vivant. Le mois de décembre arriva, glacial et tranchant, glaçant les toits de Paris d'une fine couche de givre. Dans le petit appartement de Belleville, Élise poursuivait son étrange renaissance. Elle sortait rarement, ne parlait que peu, mais chaque jour ajoutait un fil à ce fragile tissu de confiance qu'elle et Nicolas tissaient ensemble. Ils ne posaient pas de questions. Ils racontaient parfois des histoires sans début ni fin, des souvenirs offerts comme des lampes dans la nuit. Parfois, elle l'écoutait. Parfois, elle s'enfermait dans le silence. Mais quelque chose se fissura. Un soir d'orage. La pluie tombait avec violence, et dans la rue, un crissement sec déchira l'air. Des pneus qui freinaient trop tard, un klaxon bref, des cris étouffés. Rien de grave. Une voiture qui avait évité un piéton de justesse. Mais ce son, ce simple bruit de frein, déclencha une réaction immédiate. Élise, jusque-là assise calmement dans le salon, se redressa d'un coup, les yeux vides, les mains crispées sur sa poitrine. « Non, non !» Elle recula jusqu'au mur, glissa au sol, tremblante. « Les lumières, ça revient... ça fait mal. » Nicolas se précipita, s'agenouilla devant elle. « C'est fini, c'est passé. Tu es en sécurité ici. » Mais elle ne l'entendait pas. Elle murmurait des mots hachés, des images confuses. Les arbres, la pluie, le choc, la douleur, la lumière blanche, puis plus rien. Puis soudain, elle leva les yeux vers lui, ses prunelles dilatées. « Pourquoi je me souviens de toi quand je pleure ?» Il voulut répondre, mais elle éclata en sanglots. Des pleurs profonds, rauques, comme arrachés à une mémoire que son esprit refusait encore de nommer. Il la prit dans ses bras. Cette fois, elle ne résista pas. Le lendemain matin, il fit ce qu'il s'était interdit de faire depuis 7 ans. Il contacta Mathieu, le frère de Camille. Ils ne s'étaient pas parlé depuis les funérailles. La douleur, les malentendus, l'impuissance avaient dressé un mur entre eux. Mais aujourd'hui, Nicolas savait que seule la vérité pouvait le franchir. Ils se retrouvèrent dans un café discret du Marais. Mathieu, plus marqué, les cheveux grisonnants, le regard méfiant, s'assit en silence. « Pourquoi maintenant ?» demanda-t-il. « Parce qu'elle est vivante. » Mathieu le fixa, incrédule. « Qui ?»« Camille. » Il vit les traits de son ancien beau-frère se figer. Une tension immense traversa l'air. Nicolas sortit une photo récente. Élise assise dans le salon, un livre sur les genoux, les yeux baissés. Elle ne se souvient pas. Elle vit sous le nom d'Élise. Mais c'est elle. Je suis certain. Mathieu prit la photo. Il la regarda longtemps, sans un mot. Puis il pâlit. Son regard s'embua. Mon Dieu, mais comment? Je ne sais pas, pas encore. Mais elle a parlé d'un accident, de lumière, de douleur. Je crois qu'elle a survécu et qu'on ne l'a pas retrouvée. Mais le corps, les papiers, justement, il n'y a jamais eu de test ADN. Le corps était calciné. On l'a reconnu par des documents. C'était une évidence trop facile. Et elle a été effacée. Mathieu se leva brusquement, fit quelques pas dans le café, puis revint s'asseoir. « Tu crois qu'on pourrait vérifier ? C'est ce que je veux faire. J'ai commencé à chercher les hôpitaux autour du lieu de l'accident. Il y a peut-être eu une victime anonyme ce soir-là. Si elle a survécu, quelqu'un l'a soignée. Quelqu'un l'a vue. Et si c'est elle, alors on doit comprendre pourquoi elle a disparu et comment elle a survécu sans que personne ne la retrouve.
Mathieu hocha lentement la tête. « Je veux la voir. Ce n'est pas encore le moment, elle est fragile. Elle commence à se souvenir, mais c'est confus. Je veux d'abord savoir ce qui s'est vraiment passé. » Ils se serrèrent la main. Cette poignée était lourde de douleur, mais aussi de promesses. Nicolas rentra à Belleville avec un sentiment nouveau, la certitude qu'il n'était plus seul dans cette quête. Il trouva Élise assoupie sur le canapé, une couverture sur les genoux. Il s'assit à côté, sans bruit, la regarda longuement, et se jura à voix basse qu'il irait jusqu'au bout. Pour elle, pour eux. Le dossier de l'accident, conservé aux archives du commissariat de Melun, était mince. Trop mince pour un drame de cette ampleur. Nicolas et Mathieu s'assirent côte à côte dans une petite salle froide, le classeur gris entre eux. À l'intérieur, les documents s'enchaînaient. Rapport des gendarmes, attestation du médecin légiste, constat du décès établi d'après les papiers retrouvés dans la voiture. Aucun test ADN, aucune autopsie complète. Le corps avait été carbonisé, défiguré. On avait estimé que l'identité ne faisait aucun doute. Mais les deux hommes savaient désormais que cette évidence n'était qu'un rideau de fumée. Le médecin légiste de l'époque, aujourd'hui retraité, accepta de les recevoir dans sa maison de campagne. Il reconnut que les procédures avaient été accélérées. Il y avait urgence, pression médiatique, douleur familiale à apaiser. On a voulu clore le dossier pour éviter de prolonger le chagrin, avoua-t-il, les mains tremblantes sur sa tasse de café. « Est-il possible que le corps retrouvé n'ait pas été celui de Camille ?» demanda Mathieu. Techniquement, oui. Dans l'état où il était, tout reposait sur les papiers retrouvés dans le sac à main et la plaque d'immatriculation du véhicule. Aucune analyse plus poussée. Non, ce n'était pas la procédure courante à l'époque, surtout avec une identification présumée certaine. Nicolas sentit un froid parcourir son dos. Tant d'années perdues à cause d'une erreur ou d'un enchaînement de négligence. Mais le passé ne pouvait plus être modifié. Il fallait avancer. Ils dressèrent une carte de la région, traçant tous les hôpitaux, cliniques et centres d'urgence proches du lieu de l'accident. Ce fut un travail minutieux, fait de téléphones, de courriels, de visites. Ils cherchèrent une trace d'admission le soir du drame. Une femme non identifiée, blessée, inconsciente. Après 2 semaines de recherches intenses, une piste émergea. L'hôpital public de province avait accueilli, le soir même de l'accident, une femme en état critique, victime d'un grave traumatisme crânien, sans papier, sans nom. Elle avait été retrouvée errant sur une route secondaire, à plusieurs kilomètres de l'épave. Un homme l'avait amenée en urgence, puis avait disparu. Elle avait été admise sous le nom de Jane Doe. « Que lui est-il arrivé ?» demanda Nicolas au directeur de l'établissement, consulté sur place. Ça laisse rester 2 mois dans le coma. À son réveil, elle était totalement désorientée. Elle ne savait plus qui elle était. Elle répétait parfois des mots incohérents. Elle semblait traumatisée. Et ensuite, après sa stabilisation, elle a été transférée dans une clinique psychiatrique à Meaux. Nous n'avons plus qu'un de nouvelles. Officiellement, elle restait une patiente anonyme. Mathieu blême regarda Nicolas. Ça pourrait être elle. Ça l'est. Ils se rendirent à la clinique indiquée. L'ancienne directrice, aujourd'hui à la retraite, accepta de les recevoir après quelques hésitations. En feuilletant les archives papier de l'époque, elle retrouva un dossier. Femme non identifiée, arrivée en janvier, disparue. En avril, disparue. Un matin, elle n'était plus là, elle avait fui. Nous avons signalé la disparition, mais personne ne l'a jamais réclamée, et elle n'avait jamais parlé d'un passé, juste un prénom. Nico, la directrice, tourna le dossier, montra une vieille photographie d'identité, prise pour les besoins du dossier médical. C'était elle, Camille. Amaigrie, les cheveux plus courts, les yeux perdus, mais c'était indiscutable. Personne n'a jamais cherché à l'identifier. Nous avons envoyé une demande au fichier national, mais sans réponse. Il y avait trop peu d'informations, trop peu de moyens à l'époque. Vous comprenez que cette femme est vivante et qu'elle n'aurait jamais dû être oubliée? La directrice hocha la tête, honteuse. J'en suis profondément désolé. Nicolas sortit, le souffle court. Dans la rue, il s'arrêta un instant, les mains sur les genoux, comme s'il manquait d'air. Mathieu posa une main sur son épaule. Elle est restée seule toutes ces années, et on l'a laissé croire qu'elle n'était personne. Mais maintenant, on sait, on a la preuve, et elle n'est plus seule. Le jour suivant, Nicolas Delcourt n'attendit pas que le soleil se lève.
À 6 heures du matin, il était déjà en route vers la clinique de Meaux, cette fois muni d'un dossier complet. Photos, documents, dossiers hospitaliers. Il avait décidé de ne plus laisser aucune zone d'ombre. La photo de Camille ou Élise, prise dans la salle commune de la clinique, avait été scannée, agrandie, comparée avec d'anciens portraits d'elle. Les traits ne mentaient pas. Et dans ses yeux, même perdus, on retrouvait l'éclat fragile de celle qu'il avait aimée. Il obtint l'autorisation exceptionnelle de consulter les dossiers des patients disparus. Le chef de service actuel, beaucoup plus jeune, semblait presque incrédule devant la situation. Elle était ici et personne ne savait qui elle était. À l'époque, non. Les effectifs étaient réduits. Elle ne parlait pas. Et puis, personne ne la cherchait. Nicolas sentit une colère sourde monter. Mais il n'avait pas le droit de la laisser déborder. Pas encore. Elle est restée ici combien de temps ? 3 mois. C'est long pour une patiente sans identité. Elle était calme, mais distante. Refusait la plupart des soins. Elle passait ses journées à regarder par la fenêtre, à dessiner parfois. Elle n'écrivait jamais. Et après, elle a disparu. Une nuit. Les caméras n'ont rien capté. Elle s'est volatilisée. Et personne ne l'a jamais revue. Le médecin secoua la tête. Nicolas demanda alors à voir les anciens employés. Après plusieurs appels, une infirmière retraitée accepta de les rencontrer. Elle reconnut immédiatement Élise sur la photo que Nicolas lui montra. Ses yeux s'agrandirent de stupeur. C'est elle. Mais elle avait un autre nom ici. On l'appelait Anne, je crois. Elle parlait très peu. Mais un jour, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Je crois que j'ai oublié qui je suis pour ne plus avoir mal. » Ce souvenir le frappa comme un coup. Cette phrase était une blessure pure. Vous souvenez-vous d'autre chose ? Quelque chose de distinctif ? Oui, elle avait une cicatrice au poignet gauche, petite, fine, comme une brûlure ancienne. Nicolas ferma les yeux. C'était la cicatrice de Camille, celle qu'elle s'était faite enfant en renversant de l'eau bouillante. Il n'avait plus de doute, mais il lui fallait une vérité définitive, une preuve incontestable. Il se rendit dans un laboratoire génétique de confiance et demanda un test ADN comparatif. Il possédait encore une brosse à cheveux de Camille, soigneusement conservée dans une boîte depuis des années. Une touffe intacte. L'échantillon d'Élise fut obtenu à partir d'un peigne qu'elle utilisait dans l'appartement. Pendant les jours qui suivirent, Nicolas vécut dans une tension constante. Il passait son temps auprès d'elle sans mentionner les démarches. Camille, car il n'arrivait plus à la nommer autrement, montrait des signes de changement. Elle parlait plus, posait de petites questions, écoutait avec attention. Une nuit, elle lui demanda « Qui étais-je selon toi ?» Il prit une longue inspiration. « Tu étais la femme la plus douce, la plus vive, la plus courageuse que j'ai jamais connue. » Elle baissa les yeux. Puis, comme dans un souffle, « J'ai peur que tu te trompes. » Il lui prit la main sans la serrer. « J'ai plus peur de ne jamais te retrouver vraiment. » Le jour des résultats arriva. Le laboratoire l'appela à midi. Nicolas ne put répondre immédiatement. Il sortit, dans la cour, respira longuement l'air glacial de l'hiver, puis appuya sur le bouton vert. « Monsieur Delcourt ? » ?»« Oui. Les résultats sont formels. L'ADN correspond. Il n'y a aucun doute. Élise est bien Camille Delcourt. » Il ne répondit pas tout de suite. Le vent semblait avoir suspendu son souffle. Le monde autour de lui se figea. « Merci, dit-il enfin. » Ce soir-là, il rentra lentement. Elle était là, assise au bord du lit, une tasse à la main. « Tu as l'air changé, dit-elle. » Il s'agenouilla devant elle et murmura sans trembler. « Tu t'appelles Camille, et tu es ma femme, tu es vivante, tu es revenue. » Elle ne dit rien. Elle le regarda longtemps. Les mots n'avaient plus d'importance. Seul comptait ce regard, cet infime frémissement. Dans ses pupilles, une larme roula lentement sur sa joue, puis une autre. Elle posa la main sur sa poitrine. « Je ne me souviens pas encore, mais je sens que tu dis vrai. » Et dans ce frisson, dans ce silence empli de mémoire muette, Nicolas sut qu'ils venèrent de franchir une frontière. Le lendemain du résultat, Paris semblait différent aux yeux de Nicolas. Il marchait dans les rues comme un homme ayant recouvré une partie de lui-même, un fragment d'âme qu'il croyait perdu à jamais. Camille, il pouvait enfin la nommer sans crainte, ne se souvenait pas encore pleinement, mais quelque chose en elle avait basculé.
une vibration intime, presque animale, qui résonnait avec la vérité. Ils avaient convenu de parler. Assis côte à côte sur le canapé, sans lumière directe, le silence entre eux était moins pesant qu'auparavant. Il était devenu fertile. « Tu es sûr de toi ?» demanda-t-elle enfin. « Le test ADN ne ment pas. » Elle se passa la main dans les cheveux, les yeux fixés sur un point invisible. « Mais pourquoi je ne me souviens pas? Pourquoi c'est tout flou? Comme si je regardais ma vie à travers une vitre mouillée. Parce que ton esprit t'a protégé. Tu as vécu quelque chose de si violent qu'il a préféré tout effacer. Et pendant tout ce temps, toi, tu m'as cherché? Non, répondit-il doucement. J'ai appris à survivre sans toi, jusqu'à ce que je te voie à l'aéroport. Ce jour-là, le temps s'est arrêté. Elle hocha la tête lentement. Moi aussi, je t'ai reconnu, mais je ne savais pas d'où. Nicolas sortit alors un vieux carnet couvert de cuir. C'était le journal intime de Camille. Il ne l'avait jamais lu entièrement. Il l'avait conservé comme une relique sacrée. Aujourd'hui, il lui tendait avec pudeur. Peut-être que ça t'aidera. Elle hésita, puis prit l'objet entre ses mains tremblantes. Elle tourna les premières pages, lut quelques lignes, s'arrêta. Ses lèvres remuaient en silence. Des frissons lui parcoururent les bras. À un moment, elle posa le carnet contre sa poitrine, comme pour en absorber l'écho. « C'est ma voix, dit-elle. Je la reconnais, mais comme une chanson oubliée, qu'on fredonne sans comprendre pourquoi. » Les jours suivants furent rythmés par de petits miracles. Camille recommença à écrire, à marcher plus longtemps, à poser des questions sur son passé. Elle s'étonnait de certaines anecdotes, riait parfois en entendant des souvenirs absurdes. « J'ai vraiment mis du sucre dans ton shampoing. 3 jours d'affilée. Mon Dieu. » Mais il y avait aussi les absences, les nuits sans sommeil, les sursauts au moindre bruit, les fragments d'un cauchemar qu'elle ne parvenait pas encore à recoller. Mathieu vint la voir. Ce fut un moment tendu, fragile. Elle ne le reconnut pas, mais accepta sa présence. Il lui montra une photo, 2 enfants. Elle resta longtemps à la contempler. « On était proches, hein? Très, tu m'appelais Petit Soleil. » Une larme silencieuse coula sur sa joue. Camille accepta alors de consulter une psychologue. Elle voulait comprendre ce qu'elle était devenue. Comment elle avait pu vivre 7 ans dans l'oubli? La thérapeute parla de dissociation traumatique, d'amnésie protectrice, de mémoire fragmentée. Mais Camille, elle, parlait de sensations, de souvenirs qui revenaient comme des odeurs, des couleurs, des textures. Elle décrivait l'odeur du café dans leur cuisine, le tissu d'une robe oubliée, le bruit de la mer au loin. Un soir, alors que Nicolas rangeait les couverts, elle le regarda longuement. « Tu m'aimes encore ?» Il s'arrêta, releva la tête. « Chaque jour, même dans l'absence. » Elle s'approcha de lui, posa sa main sur son cœur. « Je crois que je t'ai aimé même sans savoir ton nom. » Ils restèrent là, front contre front, comme 2 inconnus que l'amour avait retrouvés. Mais l'épreuve n'était pas finie. La presse, avertie anonymement, commença à s'intéresser à cette histoire extraordinaire. Les appels affluèrent. Les paparazzis se postèrent devant l'immeuble. Les titres des journaux parlaient d'un miracle moderne, d'un fantôme revenu d'entre les morts. Nicolas refusa les interviews. Il engagea un avocat pour protéger Camille. Il fit changer d'adresse le bail de l'appartement. Il interdit toute image publique d'elle. Ce qu'ils avaient retrouvé était trop précieux pour être exposé. Camille, elle, découvrait à la fois sa vie d'avant et son droit de ne pas y retourner. Elle avait été une femme aimée, admirée, riche. Mais aujourd'hui, elle n'était ni Élise ni l'ancienne Camille. Elle était cette femme nouvelle, née d'une brisure. « Je veux choisir, pas redevenir. » Et Nicolas comprenait. Il ne voulait pas la reconquérir. Il voulait marcher à ses côtés, peu importe qui elle deviendrait. L'hiver s'acheva lentement, et avec lui, une saison d'ombre dans la vie de Camille. Le vent qui glaçait les rues de Paris s'adoucit. Les jours s'allongèrent, et quelque chose en elle se redressa. Non pas une guérison soudaine, mais une lente et patiente reconstruction. Elle n'était plus tout à fait Élise, pas encore. Pleinement Camille. Elle était un territoire en transition, un espace entre 2 identités, et c'était ainsi qu'elle voulait avancer. Elle refusa de retourner vivre dans leur ancienne maison. Ce lieu, disait-elle, appartenait à une autre femme, une femme qu'elle respectait mais qu'elle ne reconnaissait plus. Elle demanda à Nicolas de ne pas la pousser à se souvenir davantage, de ne pas l'aider à redevenir ce qu'elle avait été. Il accepta, avec douleur, mais aussi avec amour.
Ce n'est pas ce que tu as été que je cherche, lui dit-il. Un soir, c'est ce que tu deviens. Elle décida alors de s'éloigner du monde qu'elle avait autrefois connu. Pas par rejet, mais par choix. Elle ne voulait pas redevenir une figure publique, ni réintégrer l'entreprise familiale. Elle choisit une autre voie, simple, anonyme. Elle s'inscrivit dans un atelier de reliure artisanale, apprit à restaurer de vieux livres, à écouter les papiers fatigués comme on écoute les silences d'un être. C'était un travail minutieux, humble mais porteur de paix. Le monde extérieur continuait de bruisser, mais Camille s'en éloignait. Nicolas, de son côté, fit de même. Il confia la gestion quotidienne de l'entreprise à ses associés, réduisit ses apparitions publiques, changea de numéro. Il loua un petit appartement près de l'atelier où elle travaillait, sans jamais l'envahir. Ils se retrouvaient le soir, parfois pour marcher, parfois simplement pour être ensemble, sans rien dire. Ils redécouvraient l'amour. Mais un amour nouveau, fait de silence, de patience, d'écoute. Ils ne se précipitaient pas. Ils n'avaient plus 20 ans, plus l'urgence de la passion. Ils avaient le poids des années, des cicatrices invisibles et la conscience de la fragilité. Et c'est peut-être cela qui rendait chaque geste plus intense. Un regard, une tasse de thé, un livre laissé ouvert à la page d'un poème. Camille parlait désormais de son passé avec distance. Elle acceptait certaines photos, refusait d'autres. Elle relisait parfois ses anciens journaux, mais refermait vite les pages trop douloureuses. Elle se souvenait de certains lieux, de certaines musiques, mais pas de tout, et elle ne voulait pas tout retrouver. J'ai été cette femme, oui, mais aujourd'hui je veux découvrir qui je suis devenue, pas la copier. Un jour, alors qu'ils étaient assis dans un parc, elle le regarda longuement. « Tu aurais pu me laisser dans la rue, m'oublier comme les autres. Je n'ai jamais pu. Même quand je croyais que tu étais morte, tu étais partout. » Elle sourit doucement. « Je ne sais pas encore si je suis prête à redevenir ta femme. » Il hocha la tête sans amertume. « Je n'attends pas que tu le sois. Je suis juste heureux que tu sois là. » Elle posa sa tête sur son épaule et ils restèrent ainsi longtemps, enveloppés par les bruits discrets de la ville. Leur histoire n'était pas un conte de fées. Elle était faite de larmes, de pertes, de réapprentissage. Mais elle était vraie, authentique. Et peut-être, au fond, cela valait plus que tous les serments échangés dans une vie passée. Le printemps avait pleinement envahi Paris. Les arbres de la rue Oberkampf s'habillaient d'un vert tendre. Les terrasses se remplissaient à nouveau et l'air portait une promesse discrète de recommencement. Camille marchait avec légèreté. Elle portait un foulard noué autour du cou. Ses gestes étaient assurés, son regard calme. Il y avait désormais en elle une forme de clarté que Nicolas n'avait jamais vue, pas même dans les années d'avant. Elle avait fait des choix. Elle n'était pas retournée dans leur ancienne maison. Elle avait vendu ses parts dans l'entreprise familiale, versant une partie à des associations d'aide aux sans-abri et de soutien aux femmes en situation de vulnérabilité psychologique. Elle avait aussi refusé de changer officiellement de nom. Camille était son nom de naissance, Élise, celui de sa survie. Elle décida qu'aucun des deux ne définirait son avenir. « Je suis les deux, et je suis autre chose », avait-elle dit, à Nicolas. Elle vivait maintenant dans un appartement lumineux du 11e arrondissement, modeste, bordé de plantes, rempli de livres anciens et de petits objets chinés. Elle avait recommencé à écrire. Non pas un journal, mais des textes, courts, des fragments de mémoire, des sensations. Parfois, elle les lisait à Nicolas. D'autres fois, elle les brûlait après les avoir relus. Certains souvenirs ne veulent pas être gardés, disait-elle. Ils se voyaient presque tous les jours, mais sans promesse. Ils avaient cessé de parler d'avenir comme d'un chemin déjà tracé. Ils prenaient les jours un par un, comme des pierres posées dans une rivière. Un soir, en revenant d'une promenade au parc des Buttes-Chaumont, Camille s'arrêta au bord d'un pont, regarda la ville sous le ciel rougeoyant. « Tu sais ce que je ressens ? Dis-moi. » « Je n'ai pas retrouvé ma vie. J'en ai construit une nouvelle à partir des ruines de l'ancienne. Ce qu'on avait avant, c'était beau. Mais ce qu'on construit maintenant, c'est réel. » Nicolas sourit, les mains dans les poches, le regard tourné vers elle. « Et tu es heureuse ?» Elle prit une grande inspiration. « Je suis libre. Et pour la première fois, c'est moi qui choisis ce que je garde, ce que j'efface, ce que j'invente. Et toi, tu es là, sans m'attacher, sans m'imposer. » Il tendit une main vers elle. Elle la saisit. « On est ensemble, dit-il, mais autrement. Oui, une nouvelle version de nous. » Les mois passèrent.
Les médias cessèrent de s'intéresser à l'affaire. Les curieux se détournèrent. Le nom de Camille Delcourt devint une note de bas de page dans l'histoire des disparitions inexpliquées. Mais pour elle, pour lui, rien ne s'était effacé. Il continuait de marcher, de parler, de s'apprivoiser. Il y eut des jours de silence, des jours de colère, des jours de tendresse, mais jamais plus d'oubli. Un matin, Camille ouvrit la fenêtre de son appartement, laissa entrer l'air frais, les yeux fermés vers le soleil. « Je ne suis plus la femme que tu as aimée », murmura-t-elle. « Non, tu es celle que j'aime maintenant. » Elle se retourna, sourit et, sans dire un mot, l'invita à entrer. Dans ce geste simple, dans cette invitation silencieuse, il y avait toute une vie nouvelle. Pas une répétition, pas une résurrection, mais une suite, une renaissance. Et parfois, dans le tumulte d'un aéroport, au milieu de la foule, il leur arrivait encore de s'arrêter, comme au premier jour. Un regard échangé, un silence suspendu, et cette certitude, certains passés refusent de mourir, mais certains amours savent renaître autrement.